François Bon, tiers livre, les jeudis livres. On n'a pas si souvent des livres où on se mêle de la mort. Est-ce qu'il y a littérature sans la mort? Non, mais cette matérialité, ces rituels, pas forcément les grandes morts, mais ces processus. Par exemple, tiens, on va te faire une formation. Bien, premier jour dans cette formation, on va te demander, et vous, vos morts, les morts que vous avez touchées, embrassées, les urnes que vous avez tenues, les cérémonies, les enterrements auxquels vous avez participé, la dernière fois où vous êtes resté pour l'incinération. Et ça danse à l'intérieur de nous, ça danse sur des choses graves et des choses qu'on est contraint de tenir à distance. Alors, est-ce que ça peut se prendre là, à bras-le-corps dans un livre? Est-ce qu'on peut le tenir dans un livre comme, justement, on tient dans ses mains, là, encore froide de la mémoire d'avoir appuyé la main sur le front du mort, l'urne, où dedans c'est chaud, et puis il y a un processus pour tout ça. C'est quoi les cendres? Ce qui sort de la machine, c'est des os friables, il faut les broyer pour les mettre là-dedans. On en parle de ça? Bien, quand ce livre est sorti, il y a quelques mois, évidemment, tu te dis, ça, il faut que je le prenne. Et chez Vertical, Yves Pagès a une tradition d'accueil de ce genre de livres. Je pense à Éric Siriez, livre dans une station-service, dans la périphérie parisienne. C'est le travail même de Pagès en tant qu'éditeur de Vertical. Alors, François Durif, est-ce qu'il y va, là, dans cette embrassade? Je vous en lis une page. Est-ce pour te défendre de prendre la place du mort que tu t'es résolu à prendre celle du croque-mort? Pour comprendre de quoi il retournait? Durant tes années de service funéraire, un cran d'arrêt t'empêchait de t'identifier aux morts, jusqu'au jour où... Salle de la Coupole, au crématorium. Lors de l'une des dernières cérémonies que tu as eu à conduire, tu t'es bel et bien identifié à celui qui était dans la boîte. Il avait ton âge, 2 grandes sœurs, un frère, une configuration familiale assez semblable à la tienne, même milieu social. Il était homosexuel, exerçait une profession artistique et tous les éléments de sa biographie rapportés par ses proches t'avaient regardé. Il ne dit pas concerné, il dit regardé. Il s'était suicidé chez lui. Et c'est une manière de... Tout est allé à froid? Non, justement. Ça peut pas être froid. Tu es forcé de prendre avec à la fois l'émotion, à la fois la symbolique contenue dans le moindre énoncé. Il s'était suicidé chez lui, son corps. Son corps. Du passage là, du pronom personnel, son corps, bien, là, précisément, ce rouage que sur 300 pages, on va explorer. 300 pages, ça fait lourd sur ces questions-là? Ben non, parce que chaque fois, c'est autant d'histoires. C'est des histoires qui tiennent en 2 pages, 3 pages, c'est autant de portraits. Son corps avait été transporté à l'IML, Institut médico-légal. Son frère était venu à l'autre rive. Alors l'autre rive, je sais qu'à Nancy, il y a une librairie qui s'appelle comme ça au début. Ça m'a troublé un petit peu. Non, c'est la boutique de pompes funèbres. Il se peut très bien qu'elle ait existé sous ce nom. J'en sais rien. Mais en tout cas, sous cette appellation un peu plus personnalisée. Mais justement, il nous explique pour ça. Un gars qui essaye de faire là des pompes funèbres autrement que pompes funèbres générales, rock éclair et tous ces machins-là. Son frère était venu à l'autre rive avec sa compagne. Elle semblait vouloir le ménager, prenant en charge l'organisation des obsèques, tissant avec moi un lien privilégié. C'est cette espèce de conflit où tu as toujours ces situations qui deviennent exacerbées entre personnages, parce que c'est de l'intime que tu mets là, mais de l'intime là à la verticale, par rapport aux rites les plus
centraux, les plus anciens de notre monde, ils avaient cristallisé sur ma personnalité. On va rentrer à qui sait, et il se passe quoi? Je n'avais pas su me protéger. Lors de l'hommage, j'étais comme médusé, avec, à quelques mètres de moi, la silhouette courbe du père. Ça, on trouverait dans Saint-Simon cette façon de prendre en relief des personnages, juste avec devant moi la silhouette courbe du père. Le regard fixe de la mère et le découpage presque stroboscopique. Ses sœurs et frères tentant de faire bonne figure, je ne voyais que leur solitude, leur douleur impossible à partager. Le geste de leur cadet ne leur était pas forcément adressé, le suicide. Ils ne cherchaient pas à l'interpréter. Désormais, il leur faudrait vivre avec. Et cela ouvrait une brèche, difficile à refermer. C'est au moment de les voir défiler l'un après l'autre près du cercueil que mes jambes se sont mises à flageoler. Je n'étais plus à ma place, j'étais le mort. La décision de quitter l'autre rive était alors déjà prise. Est-ce pour cela que tu avais baissé la garde, te laissant atteindre par le destin de ce petit frère? Il était temps de remiser le costume du croque-mort au vestiaire des accessoires. Ce trouble que tu venais de ressentir était peut-être outré, mais il arrive que l'on devienne sa propre caricature. La tentation de jouer avec ses peurs est parfois grande. À soi-même, on tend des pièges envahis par autant d'images gelées que de phrases toutes faites. En creusant ce sillon, tu n'avais plus rien à apprendre, plus rien à attendre. La parentèle s'éloignait déjà, le vide était ailleurs. Voilà, un petit fragment, mais ça pourrait être partout dans le livre. Alors c'est quoi l'histoire là, de Durif? Attendez, prenez par exemple le titre « Vide sanitaire », qui est un titre ingrat. Pour moi, en plus, ce vide sanitaire, et ça sous toutes les maisons, tous les pavillons. Or, non, dans le funéraire, c'est ça aussi, il le raconte quand tu es là dans la boutique et tu demandes une concession dans un cimetière, concession pour tant d'années, ou concession à perpétuité, qui n'est jamais une perpétuité complète. C'est aussi des vocabulaires. On sait les sans-abri qu'on accueille dans des CD à caveau, à décomposition, à accélérer. Mais là, ce qu'on achète, c'est un espace de 2 mètres carrés. Par contre, la profondeur, c'est vous qui la déterminez et le tarif vient de la profondeur. Si c'est 1,50 m, c'est pour un cercueil. Si c'est ensuite, vous rajoutez par tranche de 50 cm, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres 50. Et quand vous vous baladez au Père-Lachaise ou dans n'importe quel cimetière, c'est toujours la même surface en haut, mais dessous, si vous voulez 4, vous... Oui, mais ça commence toujours à 1 mètre. Et puis ensuite, si vous en avez 4, 1,50 m, 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres... Eh bien, le mètre, là, entre la surface et le premier cercueil, c'est ce qu'il nomme le vide sanitaire. Et ce qui est étrange, c'est que cette topologie-là, cette topologie verticale, on sait bien que les morts sont dessous la terre. Oui, mais là, ça devient aussi l'objet de la transaction, l'objet du commerce, et que ce dessous la terre, par exemple, il y a une scène aussi, là, mais tout ce livre avance comme ça, avec, y compris cette espèce de tendresse, de pudeur. Non, c'est pas un livre de pudeur. Mais, tiens, tu es dans ta boutique, et là, à l'autre rive, c'est toi qui es de permanence, et puis quelqu'un vient et te dit que dans son appartement, son compagnon est mort. Ah, tu fais quoi? Oui, le certificat médical du Toubib. Bah, tu prends tout en charge. C'est-à-dire, tu prends la mairie, et puis là, par exemple, tu te rends sur place, et puis, est-ce que tu bois un café ou pas avant d'y aller? Et puis, le gars, lui, il est revenu dans son appart, donc le rendez-vous, c'est à 14h30, mais il y a déjà il y a une entreprise dont c'est le boulot, c'est-à-dire transporter le corps de l'appartement, puisqu'il vient de mourir, vers la chambre funéraire réfrigérée, où 5-6 jours après, on ira construire la cérémonie.
et puis donc monter dans l'appartement, et puis faire en sorte d'occuper le proche ou pas, le temps qu'il y ait ce sac en plastique et le bruit de la fermeture éclair. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Durif? Eh bien que là, même 10 ans après, ce bruit de la fermeture éclair, le sac en plastique dans lequel on embarque les morts, il le porte, lui, encore. Alors, c'est pas une question de dire, il y a ça dans le livre, et ça nous prend. Ce qui est bizarre, c'est qu'à mesure que ce livre reste pour moi dans une sorte de présence, de présence insistante. C'est-à-dire comme si les livres, quand ils se disposent là, dans la bibliothèque, ils prennent autour d'eux, c'est à tel endroit qu'il faut le mettre, c'est à tel endroit qu'il va trouver une durée qui n'a rien à voir avec le truc de la parution. Et d'autant plus qu'ici, on découvre qu'on a un premier livre, mais un premier livre écrit par un type de 50 ans. Est-ce qu'on a 50 ans dans sa tête? Comprend des trucs comme ça? Et c'est peut-être ça qui me trouble le plus dans ce livre. Alors, il y a une narration de surface. Narration de surface, bon, moi, ça m'est arrivé. Je vais régulièrement au Père-Lachaise. Je pense que tous et toutes, on a un rapport comme ça à quelques cimetières. Et le Père-Lachaise, c'est une exception dans les cimetières. Pourquoi? Pour l'architecture, pour le labyrinthe, pour les noms connus, pour les tombes célèbres, pour les tombes totalement incroyables. Par exemple, il y en a une, il y a une espèce de tuyau en cuivre verdi, et puis de l'autre, hop, et puis les deux bras se rejoignent d'une tombe à l'autre. Bon, ces choses-là, on aime le Père-Lachaise à cause de ça. Oui, mais moi je l'ai raconté ailleurs. Une fois, je vais au Père-Lachaise pour retrouver mon Nerval, la simple colonne avec le... Et puis il y avait Delacroix, il y avait Balzac, j'étais bien au bon endroit, et il n'y avait plus la tombe de Nerval au Père-Lachaise. J'étais là, je disais, mais c'était une crise d'angoisse. Comment le Père-Lachaise peut enlever, là où je l'ai toujours vu, la tombe de Gérard de Nerval, auquel me relient des affinités qui fait que je repasse régulièrement visiter la tombe de Nerval. Et au moment même où l'angoisse est prête à casser, à déborder, découvrir qu'en fait, dans mon champ visuel, il y a une dalle neuve, et que sur cette dalle neuve, il y avait le nom Jacques Ripoll, 1953. Oui, parce qu'on était né à 15 jours d'écart, 2015. Et que l'été 2015, moi j'étais à Providence bosser sur Lovecraft, je n'avais pas appris le décès de mon copain architecte à la Villa Médicis, Jacques Ripoll. Et en fait, dans le champ visuel, on ne veut pas voir, on ne peut pas voir. Et dans le refus de voir, la tombe de Nerval entrait dans ce refus de voir. Ça m'a aussi très lié, c'est parce que juste à côté, il y a la tombe de Chantal Akerman, que j'ai croisée aussi, et son travail esthétique, évidemment, fait partie, là, de ce qu'on brasse chacun à l'intérieur de nous, de ce qu'on emporte collectivement. Bon, ben, là, il y a aussi la tombe de Chantal Akerman, etc. Donc on se recroise, et c'est très beau, son passage aussi là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, sur la tombe de Chantal Akerman? Eh bien, il reprend une cérémonie qui avait été faite un peu après l'inhumation, et à laquelle il avait pu assister. C'est le rabbin femme, la première rabbin femme de Paris, qui avait commencé un petit discours avec l'étymologie du mot cimetière dans la tradition juive. Ça veut dire la maison des vivants, et pas la maison des morts. Et donc le Père-Lachaise, ouais, c'est une fonction commune, mais l'inventaire, chacun des cimetières, on l'a. Souvenez-vous de La mastication des morts de Patrick Kerman, juste une déambulation dans un petit cimetière de village isolé, montagnard, et où les noms deviennent chacun autant de biographies. Ouais, mais Patrick Kerman, il n'est pas mort vieux. Et ce livre, là pour moi, il va voisiner avec celui-ci. Oui, on est dans le Père-Lachaise, un Père-Lachaise arpenté comme un territoire qu'on reconnaît nous,
On ne peut pas se balader dans le Père-Lachaise sans voir ces guides qui font visiter aux touristes quelquefois. Mais tu te marres. Les conneries qu'ils peuvent dire, les naïvetés ou les caricatures, justement, sur Nerval. Oh, le pauvre Nerval, vous savez, hein, qui était fou, qui se promenait nu dans les rues et qui s'est pendu. Mais tu les hais aussi, ces guides-là. Alors je suppose qu'il y en a d'excellents aussi. Ben, Durif, il prend ça comme argument narratif. Je vous fais, sur 300 pages, ça dure un après-midi. On peut lire le livre en direct, là, comme le livre de James Joyce, vous savez, qui est fait pour un livre qui raconte 24 heures et qui est fait pour être lu en 24 heures. Et bien là, vous pouvez le lire sur une grande balade de 3 heures au Père-Lachaise et simplement, il y a une interpolation. La promenade, elle est effectivement, chaque tombe ramène une histoire, chaque dédale, chaque coin ramène une typologie, mais qui n'a plus rien à voir avec la typologie du Père-Lachaise, même si on y revient régulièrement. Où est-ce que tu vas pisser quand tu es gardien? Mais c'est une typologie de toutes ces configurations de rapport à la mort. L'incinération, la levée de corps, les cérémonies, les musiques que tu écoutes. Ce qui traverse, c'est sa biographie à lui. Tenez, je reprends cette histoire de tombe et de monde sous terre. Au fait, vous savez comment c'est fabriqué, une tombe, un caveau comme celui-ci, par exemple, ou vous voulez que je vous l'explique en quelques mots? Je sais pas de quoi vous faire un dessin, mais on a tout sous les yeux, enfin presque, puisqu'une tombe, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible et celle immergée, à la différence près qu'une tombe, ça ne dérive pas. C'est un point fixe dans l'espace, avec ses coordonnées. Il n'y a pas de risque qu'elle fonde. Elle peut seulement s'effondrer ou se déchausser comme une dent. Je reprends depuis le début. Quand vous achetez une concession, vous êtes concédé une parcelle de terrain de 2 mètres carrés. À ce moment-là, vous décidez du nombre de places dans la sépulture, dans un cimetière parisien, intramuros. Vous n'avez pas d'autre choix que celui de faire construire un caveau en sous-œuvre. Un caveau, c'est une petite pièce maçonnée, comme m'avait appris à le dire mon patron, selon le nombre de places, on creuse à 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m, etc., etc. Mais une fois qu'il a posé ça, cette histoire-là du souterrain, qu'est-ce que ça évoque? Eh bien, tu te retrouves à Issoire. Et Issoire, c'est quelque chose aussi qui m'a relié à ce livre. C'est une ville où je passe à peu près tous les ans depuis des années, en me rendant dans ces alliés, pays auxquels je suis attaché dans l'hiver. C'est un lieu pour moi d'écriture, de concentration, de renouveau, en plus parce qu'on est loin de l'Internet. Mais Issoire, ville ingrate, vieille région industrielle, mais il reste quoi à Issoire? Dans cette expression vide sanitaire, dans la maison d'enfance, c'était la pièce où il y avait la chaufferie, dans la pièce où il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de cave, il nous dit, on n'avait pas forcément beaucoup de jouets, et puis par contre, c'est là, dans la pièce avec la chaufferie, qu'on entreposait ce qui restait. Il y avait cette espèce de plaque en ferraille, et qu'enfant, on pouvait tirer, et on rentrait dans cette espèce de réduit, mais réduit sans lumière, sans ouverture. Et par contre, là, pour l'imaginaire, c'est ce qu'on garde. Et tout d'un coup, là, à l'intérieur même de la déambulation dans le Père-Lachaise, un fragment autobiographique, mais lié à la question là du sous la terre, vient à la surface même du livre. Ce qui m'a aussi profondément secoué dans ce bouquin est son défi. Même si je ne sais pas si Durif a pu être conscient de ce défi au début du projet ou à mesure qu'il l'écrivait. J'ai parlé d'Issoire. On le retrouve aux Beaux-Arts de Paris. Et pour moi, ce n'est pas des lectures neutres non plus. Pendant 2 ans, j'ai enseigné à l'école à Lensbach, là, dans le 6e arrondissement, dans un tout petit amphi, tout vertical, en 2005. En plus, 2006, c'était l'autre, le plus grand amphi. On faisait des ateliers d'écriture dans la bibliothèque. C'est là, lui, dans cette bibliothèque, qui trouve, par exemple, ce texte de Giacometti sur la mort, qui est totalement incroyable, avec le cube qu'il sculpte comme tombeau pour son père, texte-là de Giacometti dont j'ignorais totalement l'existence. C'est étrange que quand on a été prof aux Beaux-Arts, parce que c'est eu ces 2 ans
à l'ENSBA. Et puis ensuite, il y a eu l'Intermed Québec. Et ensuite, 2013-2018, il y a eu les 5 ans dans une autre école d'art à Cergy, où là, c'est quelque chose de permanent. Mais ce qui te reste après, toi, c'est-à-dire ce que tu as tout le temps, dans le temps de l'école, c'est qu'est-ce que tu leur apprends ? Par exemple, Cergy, ça s'appelle, si vous allez sur leur site, le mot école a été enlevé. Ah, lieu d'expérimentation. Très bien, les gars. Mais toi, quand tu es prof, qu'est-ce que tu essayes d'amener ? Qu'est-ce que tu pousses ? Comme ah ouais, t'es un vieux con, tu leur mets ton Kafka, ton Borges, ton Annie Ernaux. Ouais, mais c'est quand même ce que j'ai fait. Et se dire de quel droit tu inities une sorte de guerre. Comment on peut être armé dedans et comment on doit s'armer dehors pour que la démarche artistique arrive à quoi ? À ça, par exemple. Quand tu fais ça 2 ans plus 5 ans, ça fait 7 ans dans ta vie dans une école d'art. Mon rapport à Instagram, par exemple, c'est ils font quoi aujourd'hui ? Alors, il y en a, c'est des vedettes. Super. Vedettes en littérature, vedettes dans les arts plastiques, vedettes dans la photographie ou le film. Ah ouais, t'es heureux, même si, à la limite, t'y es pour rien. Mais justement, tu te retires de cette aventure qui est passée. Ou toi, simplement, tu as pu être à un moment, ça la catalyse. Mais il y a aussi toutes ces démarches qui sont plus lointaines. C'est-à-dire comment se fabrique cette espèce d'insertion-là dans une espèce de prisme culturel beaucoup plus large, beaucoup plus humble, souvent anonyme, et où tu mets toute ta vie dedans. Et Durif, lui, ça a été ça. Alors, c'est même, justement, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que dès le début, on crache le truc, c'est-à-dire qu'il a fait les Beaux-Arts de Paris, que son truc à lui, c'était le dessin, et qu'ensuite, il est entré, d'abord provisoirement, et puis ça a matché, et puis il y est resté 5 ans, assistant de Thomas Hirschhorn. Alors, Hirschhorn, grand plasticien allemand, mais ayant ses ateliers là, à Aubervilliers ou dans ces coins-là. Moi, j'ai participé au Palais de Tokyo, une sorte d'expo où Hirschhorn invitait, c'était des montagnes de pneus avec des petits réduits, des trucs, et on venait et on allait dire là quelque chose qui pour nous était dans l'urgence, tout ça. Hirschhorn est capable de le formaliser. Pour moi, la performance dans l'espace de Hirschhorn au Palais de Tokyo, c'est un souvenir fort et quelque chose qui me relie à lui dans la confiance. Simplement, quand tu es 5 ans assistant, après l'école d'art, elle est où ta vie ? Qu'est-ce que tu signes ? Et qu'est-ce qu'il te prend ? Et c'est très beau d'ailleurs parce qu'on voit que quand Durif plaque Hirschhorn, ouais, 5 ans, il est temps, tu pars. De la même façon que son boulot là sur lequel j'arrive de croque-mort, tu vas le faire 5 ans et tu sais que tu pars. Il y a toujours, pour moi, ça a été moi aussi ça, quelque chose qui me relie à ce livre, ce truc très obscur où tu sais que il faut partir. Même maintenant, tu as 70 balais, tu décides intérieurement que tu t'amputes des ateliers d'écriture de terrain. Et pourtant, quelle joie il peut y avoir à les faire. Ouais, mais t'as 70 balais, ça serait pas bien. Donc, je pars. Le partir étant bizarre, puisque précisément, c'est peut-être aussi le trouble du livre. Là, moi, est-ce que je m'enterre ? Non, j'ai pas cette sensation-là. N'empêche que cet espace-là, avec les livres et sa petitesse, il est aussi ce rêve du caveau et du temps ouvert, puisque je ne suis pas destiné à en ressortir, là, de ma petite piole à livres. Je dérive ? Non. C'est une manière de revenir, non pas simplement dire « Ouais, les mecs, pendant 5 ans, j'ai bossé dans une boîte de croque-mort, j'ai tout fait. » Non, c'est dire « J'ai fait une école d'artistes, des plus grandes. Ensuite, je suis devenu l'assistant d'un plasticien, des plus grands. » Et je disais, quand ensuite Durif fait son propre chemin,
là avec des performances, il appelait ça homme d'intérieur. Mais je ne vais pas tout suivre, toutes les pistes, mais c'est une autre phase de sa vie. Hirschhorn le soutient. Donc, ce rapport, c'est pas un rapport là, tu maître à élève et puis après, tire-toi, je t'ai assez pressé le citron. C'est beaucoup plus complexe. Mais dans ce je pars, tu vis comme jeune artiste plasticien, ben, c'est pas facile. Tu peux avoir droit à un petit peu de chômage, ben oui, puisque tu étais salarié de Hirschhorn. Donc tu te retrouves là, dans ces trucs là, Pôle emploi. Et là, Pôle emploi, c'est une madame Constanza, je crois. C'est très beau parce qu'elle va revenir à 3 endroits. Ça s'appelle bilan de compétences. Vous savez faire quoi? Ah, vous écrivez. Vous savez faire quoi? Ah, vous dessinez. Et puis en même temps, quelque chose qui s'installe entre cette femme et lui. Et vous travailleriez dans la mort. Avec la question qui vient juste après, vous préféreriez avant la mort ou après la mort? Et là, tout d'un coup, on est dans le plus grand fantastique. C'est-à-dire que ce type venu à Paris pour être artiste, qui y arrive, même s'il y a quelque chose plus tard dans le livre qui est plus complexe, on découvre que dans ses 5 ans là, à l'école des Beaux-Arts de Paris, il a fait 1 an de suspension parce que un type qui était en fait, c'est toujours très stratifié, au-dessus du sol comme en dessous, la vie parisienne. Donc lui, il vivait là dans une petite piole de bonne, ces petits trucs non chauffés qu'on loue pour 3 fois rien, du moins à l'époque. Et juste à côté, bah, c'était un grand bourgeois du 2e, c'était un chirurgien, figurez-vous, avec enfants, etc., mais qui avait gardé une petite chambre de bonne pour venir avoir ses heures d'écriture. C'est rien de spécial. Maëlys de Kerangal, mère de famille aussi, c'est comme ça qu'elle a travaillé ses livres. Nathalie Sarraute aussi. Et voyant les cartons à dessin, la discussion s'engage, et ce gars, chirurgien, gynécologue, avait un livre sur lequel il était en train de travailler, il lui fallait des illustrations. Eh bien, voilà comment François Durif, là, dans cette étudiant en beaux-arts, se retrouve dans des salles d'opération à regarder ce qu'il avait à dessiner. Et ça, c'est-à-dire cette espèce d'ambiguïté, est-ce qu'elle vient simplement, est-ce qu'il y aurait un hasard linéaire qui fait que tu as été l'assistant d'Hirschhorn, tu veux palper un peu de chômage, et finalement tu te trouves dans un job là, que tu acceptes un petit peu par défi, par provocation, et puis finalement qui se révèle un monde. Non, c'est pas si simple, il y a beaucoup de choses qui amorcent bien longtemps avant. Il y a justement la mort d'un oncle et qu'on n'est pas allé à son enterrement. Et c'est toutes ces choses-là qui sont cette déambulation-là au Père Lachaise. Alors, est-ce qu'il avait 28 ans quand il a commencé ce travail et qu'il y est resté 6 ans? Il se trouve balancé dans cette petite officine où, là encore, tu reçois une petite formation spécialisée. Et allez, c'est encore un magnifique chapitre. Et tu te retrouves à accueillir ces gens qui sont dans un désarroi incroyable. C'est-à-dire, c'est des gens qui arrivent comme dans une pièce de Beckett ou une pièce de Pirandello, des gens qui arrivent dans un moment où soudain la certitude est remplacée par le désarroi. Et un désarroi qui est extrêmement profond. Y compris parce que souvent le mort même, tu ne le connaissais pas. Tu n'imagines pas qu'il puisse y avoir... Et il raconte ça aussi à un moment donné. Quand tu te retrouves dans une cérémonie funéraire où il n'y a personne, où c'est toi le représentant de la petite agence et puis les 2 porteurs de corps qui vont se retrouver à être le seul accompagnement, ou d'autres, enfin, mais chaque fois, quand je vous dis qu'il y en a 300 pages, j'exagère? Non, il y en a bien exactement 300 pages de ces histoires. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand tu es dans cette officine et que tu restes 5 ans, ce que tu démêles, c'est qu'est-ce que j'ai cherché en voulant être artiste? Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé en étant l'assistant d'un grand artiste? Et là où je suis confronté à cette sorte d'éclatement de la coquille de vie-mort. Les morts, tu les touches. Et tu touches aussi les vivants.
Tu as affaire, tu règles des factures, des devis, tu exprimes des choix. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le type qui est dans cette fonction-là, il travaille les choix. Il contraint les gens qui viennent à lui à travailler ces choix. Justement, sur les qu'est-ce que tu mets comme musique? Les trucs qui passent à toutes les sauces, là, dans chaque fois, un petit requiem de Fauré, et puis allons-y. Et de même, souvent, parler dans la cérémonie, y compris parce que la fonction religieuse s'évapore, là. Comment instaurer cet ordre laïque du rituel des morts? Et donc, on est en permanence, là, dans la surface de la ville. Et le cimetière est l'allégorie de la ville. Donc, vous voyez cette interrogation sur art, chemin de vie, ce qui t'a amené à l'école d'art, la question, le rapport au dessin. Et quand tu dois choisir aussi des typos pour les pierres tombales, ou la matière des pierres tombales. Ou qu'est-ce qui fait qu'on ne sera pas dans un truc de poussière de granit reconstituée, importée d'Inde, mais qu'on va vouloir travailler sur, par exemple, une pierre de lave venue d'Auvergne, y compris parce que tu partages, toi, cette origine, ce côté-là, c'est-à-dire quelque chose... c'est quoi la fonction de l'art? Regardez tous les Carpaccio à Venise. L'art et la mort, ça a toujours travaillé ensemble. Mais là, tout d'un coup, tu es dans la mort, il n'y aurait plus d'art. Oui, mais il y a toujours la fonction de ce qu'on demande à l'art. Et là, le mec, il assure. Et il assure dans un autre désarroi. C'est-à-dire qu'il assure parce que, à un moment donné, au bout de 5 ans dans cette officine, tu fais ça toute ta vie. Je dis 5 ans, c'est peut-être 8. En tout cas, c'est quelque chose... quand tu fais ça une fois, quand tu fais ça dans une tranche précise de ta vie, t'en sors pas. C'est peut-être la même chose pour les zigotos comme moi quand on a travaillé en usine. Même si pour moi, ça a été que 2 ans, 2 ans et demi. T'en rêves toujours. T'en rêves à 40 ans de distance. Donc ensuite, il y a eu quoi? Et si je me remettais là, au dessin, à la sculpture? Il n'en parle pas énormément, mais il y a un trou temporel, de 4-5 ans, où tu vois le gars, justement, qui essaye de faire ses perfs. Et ouais, mais quand tu as 40 balais, c'est la même chose que quand tu étais à l'école. Et c'est là où, pour moi, ce boulot de Durif m'a rejoint aussi, et que je ne pensais pas que je pourrais en parler de ce bouquin. Et il se trouve que depuis quelques semaines, là, je suis pareil, école d'art. Salut Bocard, si tu passes par là. Un étudiant de Cergy qui est à la Villa Médicis, je vais aller le voir, là, au mois d'avril. Et Durif, il y est aussi à la Villa Médicis. Il s'agit d'écrire pour lui son 2e livre. Moi, à la Villa Médicis, c'était l'année de mes 30 ans, et j'ai écrit mon 2e livre. Après... une période qui n'a pas été évidente, où justement, c'est pas parce que tu as écrit un livre que le 2e se présente facilement. Donc il y a ça qui se retrouve aussi, donc on a des tout petits échanges très discrets sur Facebook, mais tout d'un coup tu suis les lectures, et ce que j'ai découvert, c'est que il fait quoi à la villa, Durif? Il reprend toutes les traces écrites de ses étapes de vie. L'école d'art, assistant Hirschhorn. Ouais, t'en as des archives, t'as plein de trucs. Toutes les notes qui étaient dans la période où il travaillait, là, dans ce truc de croque-mort, où il ne s'agissait pas pour lui d'en faire un livre. Non, le livre est venu 10 ans après le départ. Ou 8 ans après le départ. Je ne suis pas précis là-dessus, mais vous voyez ces étapes. Or, pour ça aussi, prenez Leslie Kaplan, l'ex-usine, c'est 10 ou 12 ans après son dernier travail d'intérim. Pour moi, ça s'est passé beaucoup plus dans une séquence juste 1 an et demi après. Mais là, cette dimension du dépli temporel, c'est-à-dire, quand tu regardes ces 8 ans où tu es parti du truc de croque-mort et tu n'as pas du tout l'idée ni la légitimité de te penser écrivain. C'est un remerciement à la fin qui laisse entendre que
là, un soir, dans une discussion, au sortir d'une rencontre avec Grégory Buchert autour de son livre Malakoff, il y a Yves Pagès, et puis on discute. Qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie? J'ai été croque-mort. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu le dis toute ta vie. Et qu'apparemment, Yves Pagès, pourquoi tu le racontes pas là, ce que tu me racontes à moi? Et que oui, c'est parti, et qu'on l'a, ce livre. Eh bien, Durif, en ce moment, à la Villa Médicis, il y a une petite vidéo sur le site de la Villa, allez voir. Il prend un marteau et il tape des confettis. Il prend toutes ses archives, toutes ses notes, toute sa vie de papier. Ce type, justement, est-ce que c'est la génération spontanée? Non. Ce qu'il a amené aux Beaux-Arts, c'est Michaud. C'est les dessins d'Henri Michaud. C'est la lecture d'Henri Michaud. Michaud, vous savez, une fois par semaine, s'enferme dans une pièce blanche où il y a juste une table très tôt, un tabouret, une bouteille d'eau, mais il ne mange pas, il ne parle à personne, on respecte son... et tout ce qu'il a, c'est un broyeur à papier. C'est-à-dire une fois qu'une page tient à peu près, et les ébauches s'en vont et sont détruites. Durif, là, pendant 1 an, à la Villa Médicis, il a décidé de transformer en confetti la totalité de ses archives papier. Est-ce que c'est un deuxième livre? Ou est-ce que c'est rejoindre par son destin d'artiste le fait que le livre reste, ce qu'il y a autour soit l'impossibilité du livre. Et qu'est-ce que tu rencontres? Qu'est-ce que tu vas écrire? J'en sais rien. Mais en tout cas, la complexité de ce bouquin, c'est ça. C'est-à-dire quand tu te remets à écrire, vous voyez, l'école des beaux-arts, les 5 ans avec Hirschhorn, les 5 ans ou 8 ans croque-mort, et puis ensuite ce grand vide, et puis ensuite les 2 ans, je suppose, que tu prends pour retrouver ça. Mais faire en sorte que on te dit là, cette balade cimetière, c'est un truc là où tu fais, attendez, là c'est la tombe, et ça, je vais vous parler de cette histoire-là, sur la mort, et puis après, non, c'est pas ça. C'est reprendre à chaque fois ce que tu cherchais toi. Cette question-là, et je vous dis, en tant qu'ex-prof école d'art, tu la prends en pleine poire, parce que, je vous disais, des précédents, j'avais eu ça à Montréal, et elle a effacé son blog. Cette fille que j'avais eue pendant 1 an en atelier d'écriture, en 2009-2010, 2 ans après, je découvre par l'univers des blogs qu'elle est devenue Thanato. Et elle tenait un blog. Le blog, je l'ai archivé. J'en ai une copie là, intégrale, et j'en suis heureux parce que, alors je ne vais pas le diffuser, mais elle l'a effacé, et quand elle a quitté ce boulot de Thanato, elle a publié un livre, mais qui est sur écriture de la ville, écriture poétique, et pas du tout l'expérience Thanato. Et pourtant, quand tu fais cette traversée-là, où est-ce que tu émerges à toi-même? Comment tu émerges à toi-même? Et pour moi, ce livre de Durif, c'est le récit de cette émergence. Il me semblait important qu'on le partage ici. Il y a une très belle lecture sur le site de la Maison de la Poésie, Théâtre Molière. Pendant 45 minutes, lui-même, une sorte de lecture, très performance, avec des choses étalées par terre. Donc, il y a d'autres approches possibles. Allez voir. J'ouvre au hasard pour finir. Chez la nostalgie de celui qui œuvre au sein de son atelier, prenant en réparation le monde dans ses quelques mètres carrés. L'image d'un homme seul dans son atelier, Giacometti, Brancusi, Schwitters, le tailleur de pierre, le tailleur d'images. Paradoxalement, j'ai tout fait pour n'avoir pas à assumer une pratique d'atelier, en préférant œuvrer sur place, dans l'espace d'exposition ou dans la rue. Et que, quand je choisis d'agir par la parole dans un cimetière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fabrique? Je strie l'air de coups de crayon invisibles. J'écris à la craie noire sur un grand tableau noir. Je ne cherche pas à faire quelque chose qui dure. Je fais quelque chose d'autre. Un truc fugace.
une présence de parole dans un environnement déjà saturé de signes, terrain miné, terrain terrier, terrier que l'on creuse dans le vide pour fuir le vide de l'autre terrier creusé pour toujours. Dans le dispositif d'un cimetière, les signes et sons que je peux émettre n'existent pas plus que la feuille qui tourbillonne ou les gouttes d'eau qui glissent sur ces fines nervures. Aussi ne faudrait-il pas chercher à prolonger le séjour, savoir s'en aller, le moment venu, et quand vient le moment, s'entendre dire « ce jour-là, il a plu, il avait beaucoup plu ». Je vous assure que c'est un régal, mais un régal qui continue longtemps, longtemps, longtemps après le livre. Sans jeu de mots. Et il y en a pourtant, au Père-Lachaise, des tombes qui sont avec images de livres. Sculptures.